L'armée russe annonce la prise de Liman, ouvrant la voie à plusieurs grandes villes du Donbass. En parallèle, Moscou procède à un tir d'essai de missiles hypersoniques dans l'Arctique. Des médecins ukrainiens racontent l'enfer de Boutcha, la ville qui est devenue un des symboles des crimes de guerre imputés à la Russie. Les supporters de Liverpool et du Real Madrid investissent Paris. La finale de la Ligue des Champions s'annonce intense. Qui remportera la Palme d'Or? Notre envoyé spécial Frédéric Ponsard a demandé à des critiques de la presse internationale, familiers du festival, leurs pronostics. L'armée russe a confirmé samedi la conquête de la localité clé de Liman dans l'est de l'Ukraine, un carrefour qui ouvre la route vers les grandes villes de Sloviansk et Kramatorsk. Cette avancée ouvre à Moscou l'accès à des routes et lignes ferroviaires qui enjambent le fleuve Sivierski-Donetsk, qui entravait jusqu'à présent la progression russe dans le Donbass. À l'issue des actions communes des unités de la milice de la République populaire de Donetsk et des forces armées russes, la ville de Liman a été entièrement libérée des nationalistes ukrainiens, affirme le porte-parole du ministère russe de la Défense. Kiev n'a pas confirmé cette information, mais a déclaré que les forces russes intensifiaient leur offensive dans la région. Dans la direction de Donetsk, l'ennemi mène des opérations offensives actives. Il continue de bombarder nos unités le long de la ligne de contact avec des frappes de missiles. Il a augmenté l'intensité des opérations, y compris les opérations tactiques et l'aviation de l'armée. Dans la direction de Liman, l'ennemi poursuit ses tirs de mortier et de lance-roquettes multiples dans les zones de localité d'Ozernoï et de Dibrovka et a lancé des frappes aériennes. Parallèlement, l'armée russe s'est livrée à une démonstration de force ce samedi dans l'Arctique avec un tir réussi de missiles hypersoniques Zircon. Ils n'ont pas d'armes ni d'uniforme, mais pour beaucoup d'Ukrainiens, ils font partie des héros de cette guerre. De nombreux médecins ukrainiens ont essayé de soigner les blessés de guerre à Boutcha, théâtre d'exactions imputées à l'armée russe. Parmi eux, on retrouve Yevhen Repiov. Il nous explique ce qu'était l'enfer de Boutcha. Tous les patients étaient dans un état grave, car il n'y avait plus de logistique. Les occupants n'ont pas autorisé les blessés à se faire soigner. Seulement ceux qui pouvaient marcher seuls ont pu rejoindre l'hôpital. Mais beaucoup sont restés sans soins médicaux. Nous avons reçu de nombreux appels. Certains nous disaient « Que dois-je faire? J'ai une jambe arrachée, je suis assis dans le sous-sol de Vortsel ou à Hostomel. » Le neurologue Ihor Kovalchuk reprenait son service le 24 février à 7 h du matin, soit le premier jour de l'invasion russe. En chemin, le médecin voyait déjà les hélicoptères russes au-dessus de sa ville. J'ai eu l'occasion de partir d'ici quand ils étaient encore à la périphérie de Boutcha. Ça ne faisait que de commencer. J'ai eu cette chance avant même qu'ils ne viennent ici. Mais je ne l'ai pas fait parce que je savais que je devais rester ici et que je devais aider la population. Alors je suis resté jusqu'à la fin, jusqu'au 10 mars. Évidemment, je n'aurais pas pu faire autrement. Boutcha est devenu un des symboles des crimes de guerre imputés à la Russie par Kiev, qui a annoncé y avoir découvert le 31 mars des centaines de cadavres de civils. La fusillade de l'école primaire de Uvalde a relancé le débat sur les armes à feu aux États-Unis. Le puissant lobby pro-armes, la NRA, a ouvert sa convention annuelle vendredi à Houston, quelques jours seulement après le drame. J'ai décidé de venir ici pour protester, dit ce résident de Houston. C'est anormal que des jeunes de 18 ans puissent se procurer une arme à feu. Quand vous vous munissez d'un fusil d'assaut, c'est pour tuer des gens, ce n'est pas pour se défendre. Vous n'êtes pas là pour chasser des animaux, mais pour chasser des gens. Pour les défenseurs des armes à feu, comme l'ancien président Donald Trump, les fusillades, comme celle de Uvalde, sont au contraire une raison de plus de cautionner les armes. L'existence du mal dans notre monde n'est pas une raison pour désarmer les citoyens respectueux de la loi qui savent comment utiliser leurs armes et peuvent protéger beaucoup de gens. L'existence du mal est l'une des meilleures raisons d'armer les citoyens respectueux de la loi. Un autre débat s'est ouvert sur le manque d'action rapide de la police contre le terreur. Les policiers présents sur place ont tardé à intervenir
attendant des renforts. Avec le bénéfice du recul, bien sûr, ce n'était pas la bonne décision, c'était la mauvaise décision, point final. Il n'y a aucune excuse pour cela. Mais encore une fois, je n'étais pas là. Je vous dis simplement que d'après ce que nous savons, nous pensons qu'il aurait fallu entrer dans l'école dès que possible. Mardi, un jeune homme de 18 ans avait abattu 21 personnes, dont 19 enfants, dans cette école primaire, provoquant émoi et consternation dans tout le pays. Après un confinement strict subi durant de longues semaines, certains habitants de Shanghai commencent à entrevoir la lumière du jour. Plus de 20 millions d'entre eux se trouvent désormais dans des zones dites de précaution, la catégorie la moins restrictive. Mais les autorisations de sortie sont délivrées de manière arbitraire par des comités résidentiels. Seulement quelques heures, certains jours de la semaine, dans certains endroits, ou pour une seule personne du foyer. C'est le jour J pour les fans de football. La finale de la Ligue des Champions se joue ce samedi au Stade de France. Dans les rues de Paris, les supporters de Liverpool sont bien visibles et bruyants. Une fan zone pouvant accueillir 44 000 personnes, l'heure est réservée. Nous avons du respect pour les autres clubs et les supporters. Madrid est un grand club européen, mais nous aussi. C'est un match très particulier, mais nous les battrons. Je suis un peu nerveux, nous avons perdu la finale la dernière fois. Et je pense que l'heure de la revanche a sonné. Ailleurs, dans la capitale française, les supporters madrilènes ont aussi fait le déplacement. Les deux clubs se sont affrontés 2 fois en finale de Ligue des Champions. Une victoire partout. Une finale n'est jamais facile. On dit que les meilleurs gagnent. Mais Madrid est Madrid. Chaque fois que nous avons atteint une finale, nous l'avons gagnée. Nous avons ce gène de la victoire. Madrid est une équipe différente des autres. 6800 gendarmes et pompiers sont mobilisés par la préfecture de police de Paris pour assurer la sécurité du match et faire de cette finale une véritable fête. Le 75e Festival de Cannes s'achève ce samedi soir avec 21 films en compétition pour remporter la Palme d'Or. Notre envoyé spécial, Frédéric Ponsard, a demandé à des critiques de la presse internationale leurs pronostics. Quand on arrive à la fin du festival, il y a quelques films auxquels on continue à penser. Et j'ai continué à penser à Armageddon Time de James Gray. C'est un film peut-être classique, mais c'est pas si classique du tout. C'est un film aussi de James Gray sur son intimité et sa part de responsabilité dans cette histoire de déclassement aux États-Unis. L'autre film que je crois que c'est juste tout juste de l'autre côté du cinéma, mais je crois que ça contribue à faire avancer le cinéma. C'est le film d'Albert Serra, Pacific Fiction, avec un Benoît Magimel qui incarne cette manière de raconter le cinéma qui est pas du tout classique, qui est absolument contemporain. 3 films se dégagent pour moi cette année sans avoir un coup de cœur. D'abord le film iranien de Saïd Rousta et Sarah et ses frères qui dresse un portrait d'une famille iranienne, un portrait très osé, et à travers cette famille, on voit la société iranienne et la transformation de cette société. Deuxième film, un film français de Valeria Bruni-Tedeschi, et qui, avec ce film sur le théâtre des Amandiers, a réussi à nous montrer le portrait d'une génération qui a 20 ans, qui espère, qui rêve, et comment ces rêves se cassent sur le terrain de la réalité. Le troisième film, c'est un film russe, c'est que tout le monde a aimé au festival, La femme de Tchaïkovski de Serebrennikov. Ce film, je l'aime beaucoup, surtout par le portrait qu'il dresse de cette femme. La compétition est très homogène cette année et aucun film ne fait l'unanimité pour la Palme d'Or. Des genres, des provenances, des styles très différents, le jury va avoir des choix difficiles à faire. Ayant vu les 21 films en compétition, 2 se dégagent nettement pour moi, RMN du Roumain Christian Mungiu et Oli Spider, de l'Iranien vivant au Danemark Ali Abbasi. Il y a aussi 2 autres films européens qui ont retenu mon attention, celui du doyen polonais Jerzy Skolimowski, Io, ainsi que Close du Belge Lucas Dont, à peine 30 ans et déjà un grand réalisateur. Le Festival de Cannes, c'est donc cela, à la fois la jeunesse et la maturité du cinéma, le classicisme comme l'audace narrative et esthétique. Le jury est en train de trancher, verdict ce samedi
à partir de 20h. Au Festival de Cannes, Frédéric Ponsard pour Euronews. Grana Padano, grated or in chunks, adds an extra Italian touch to all your dishes. Grana Padano, the world's best-selling PDO cheese. Cette semaine sur Euronews. Quels sont les défis, les opportunités et les complexités de l'accueil des réfugiés ukrainiens en Europe ? Élément de réponse cette semaine dans notre émission Witness sur Euronews et Euronews.com. L'armée russe annonce la prise de Liman, ouvrant la voie à plusieurs grandes villes du Donbass. En parallèle, Moscou procède à un tir d'essai de missiles hypersoniques dans l'Arctique. Des médecins ukrainiens racontent l'enfer de Boutcha, la ville qui est devenue un des symboles des crimes de guerre imputés à la Russie. Les supporters de Liverpool et du Real Madrid investissent Paris. La finale de la Ligue des Champions s'annonce intense. Qui remportera la Palme d'Or? Notre envoyé spécial Frédéric Ponsard a demandé à des critiques de la presse internationale, familiers du festival, leurs pronostics. L'armée russe a confirmé samedi la conquête de la localité clé de Liman dans l'est de l'Ukraine, un carrefour qui ouvre la route vers les grandes villes de Sloviansk et Kramatorsk. Cette avancée ouvre à Moscou l'accès à des routes et lignes ferroviaires qui enjambent le fleuve Siversky Donetsk, qui entravait jusqu'à présent la progression russe dans le Donbass. À l'issue des actions communes des unités de la milice de la République populaire de Donetsk et des forces armées russes, la ville de Liman a été entièrement libérée des nationalistes ukrainiens, affirme le porte-parole du ministère russe de la Défense. Kiev n'a pas confirmé cette information, mais a déclaré que les forces russes intensifiaient leur offensive dans la région. Dans la direction de Donetsk, l'ennemi mène des opérations offensives actives. Il continue de bombarder nos unités le long de la ligne de contact avec des frappes de missiles. Il a augmenté l'intensité des opérations, y compris les opérations tactiques et l'aviation de l'armée. Dans la direction de Liman, l'ennemi poursuit ses tirs de mortier et de lance-roquettes multiples dans les zones de localité d'Ozernoï et de Dibrovka et a lancé des frappes aériennes.
Parallèlement, l'armée russe s'est livrée à une démonstration de force ce samedi dans l'Arctique avec un tir réussi de missiles hypersoniques Zircon. Ils n'ont pas d'armes ni d'uniforme, mais pour beaucoup d'Ukrainiens, ils font partie des héros de cette guerre. De nombreux médecins ukrainiens ont essayé de soigner les blessés de guerre à Boutcha, théâtre d'exactions imputées à l'armée russe. Parmi eux, on retrouve Yevhen Repiov. Il nous explique ce qu'était l'enfer de Boutcha. Tous les patients étaient dans un état grave, car il n'y avait plus de logistique. Les occupants n'ont pas autorisé les blessés à se faire soigner. Seulement ceux qui pouvaient marcher seuls ont pu rejoindre l'hôpital. Mais beaucoup sont restés sans soins médicaux. Nous avons reçu de nombreux appels. Certains nous disaient « Que dois-je faire? J'ai une jambe arrachée, je suis assis dans le sous-sol de Wortzel ou à Hostomel. » Le neurologue Ihor Kovalchuk reprenait son service le 24 février à 7 h du matin, soit le premier jour de l'invasion russe. En chemin, le médecin voyait déjà les hélicoptères russes au-dessus de sa ville. J'ai eu l'occasion de partir d'ici quand ils étaient encore à la périphérie de Boutcha. Ça ne faisait que de commencer. J'ai eu cette chance avant même qu'ils ne viennent ici. Mais je ne l'ai pas fait parce que je savais que je devais rester ici et que je devais aider la population. Alors je suis resté jusqu'à la fin, jusqu'au 10 mars. Évidemment, je n'aurais pas pu faire autrement. Boutcha est devenu un des symboles des crimes de guerre imputés à la Russie par Kiev, qui a annoncé y avoir découvert le 31 mars des centaines de cadavres de civils. La fusillade de l'école primaire de Uvalde a relancé le débat sur les armes à feu aux États-Unis. Le puissant lobby pro-armes, la NRA, a ouvert sa convention annuelle vendredi à Houston, quelques jours seulement après le drame. J'ai décidé de venir ici pour protester, dit ce résident de Houston. C'est anormal que des jeunes de 18 ans puissent se procurer une arme à feu. Quand vous vous munissez d'un fusil d'assaut, c'est pour tuer des gens, ce n'est pas pour se défendre. Vous n'êtes pas là pour chasser des animaux, mais pour chasser des gens. Pour les défenseurs des armes à feu comme l'ancien président Donald Trump, les fusillades comme celle de Uvalde sont au contraire une raison de plus de cautionner les armes. L'existence du mal dans notre monde n'est pas une raison pour désarmer les citoyens respectueux de la loi qui savent comment utiliser leurs armes et peuvent protéger beaucoup de gens. L'existence du mal est l'une des meilleures raisons d'armer les citoyens respectueux de la loi. Un autre débat s'est ouvert sur le manque d'action rapide de la police contre le tireur. Les policiers présents sur place ont tardé à intervenir, attendant des renforts. Avec le bénéfice du recul, bien sûr, ce n'était pas la bonne décision, c'était la mauvaise décision, point final. Il n'y a aucune excuse pour cela. Mais encore une fois, je n'étais pas là. Je vous dis simplement que d'après ce que nous savons, nous pensons qu'il aurait fallu entrer dans l'école dès que possible. Mardi, un jeune homme de 18 ans avait abattu 21 personnes, dont 19 enfants, dans cette école primaire, provoquant émoi et consternation dans tout le pays. Après un confinement strict subi durant de longues semaines, certains habitants de Shanghai commencent à entrevoir la lumière du jour. Plus de 20 millions d'entre eux se trouvent désormais dans des zones dites de précaution, la catégorie la moins restrictive. Mais les autorisations de sortie sont délivrées de manière arbitraire par des comités résidentiels. Seulement quelques heures, certains jours de la semaine, dans certains endroits, ou pour une seule personne du foyer. C'est le jour J pour les fans de football. La finale de la Ligue des Champions se joue ce samedi au Stade de France. Dans les rues de Paris, les supporters de Liverpool sont bien visibles et bruyants. Une fan zone pouvant accueillir 44 000 personnes leur est réservée. Nous avons du respect pour les autres clubs et les supporters. Madrid est un grand club européen, mais nous aussi. C'est un match très particulier, mais nous les battrons. Je suis un peu nerveux, nous avons perdu la finale la dernière fois. Et je pense que l'heure de la revanche a sonné. Ailleurs, dans la capitale française, les supporters madrilènes ont aussi fait le déplacement. Les deux clubs se sont affrontés 2 fois en finale de Ligue des Champions. Une victoire partout.
Une finale n'est jamais facile. On dit que les meilleurs gagnent. Mais Madrid est Madrid. Chaque fois que nous avons atteint une finale, nous l'avons gagnée. Nous avons ce gène de la victoire. Madrid est une équipe différente des autres. 6800 gendarmes et pompiers sont mobilisés par la préfecture de police de Paris pour assurer la sécurité du match et faire de cette finale une véritable fête. Le 75e Festival de Cannes s'achève ce samedi soir avec 21 films en compétition pour remporter la Palme d'Or. Notre envoyé spécial, Frédéric Ponsard, a demandé à des critiques de la presse internationale leurs pronostics. Quand on arrive à la fin du festival, il y a quelque chose, il y a quelques films auxquels on continue à penser. Et j'ai continué à penser à Armageddon Time de James Gray. C'est un film peut-être classique, mais c'est pas si classique du tout. C'est un film aussi de James Gray sur son intimité et sa part de responsabilité dans cette histoire de déclassement aux États-Unis. L'autre film que je crois que c'est juste tout juste l'autre côté du cinéma, mais je crois que ça contribue à faire avancer le cinéma, c'est le film d'Albert Serra, Pacific Fiction, avec un Benoît Magimel qui incarne cette manière de raconter le cinéma qui est pas du tout classique, qui est absolument contemporaine. 3 films se dégagent pour moi cette année sans avoir un coup de cœur. D'abord le film iranien de Saïd Rousta et Sarah et ses frères qui dresse un portrait d'une famille iranienne, un portrait très osé, et à travers cette famille, on voit la société iranienne et la transformation de cette société. Deuxième film, un film français de Valeria Bruni-Tedeschi, et qui, avec ce film sur le théâtre des Amandiers, a réussi à nous montrer le portrait d'une génération qui a 20 ans, qui espère, qui rêve, et comment ces rêves se cassent sur le terrain de la réalité. Le troisième film, c'est un film russe, c'est que tout le monde a aimé au festival, La femme de Tchaïkovski de Serebrennikov. Ce film, je l'aime beaucoup, surtout par le portrait qu'il dresse de cette femme. La compétition est très homogène cette année et aucun film ne fait l'unanimité pour la Palme d'Or. Des genres, des provenances, des styles très différents, le jury va avoir des choix difficiles à faire. Ayant vu les 21 films en compétition, 2 se dégagent nettement pour moi, RMN du Roumain Christian Mungiu et Oli Spider, de l'Iranien vivant au Danemark Ali Abbasi. Il y a aussi 2 autres films européens qui ont retenu mon attention, celui du doyen polonais Jerzy Skolimowski, Io, ainsi que Close du Belge Lucas Dont, à peine 30 ans et déjà un grand réalisateur. Le Festival de Cannes, c'est donc cela, à la fois la jeunesse et la maturité du cinéma, le classicisme comme l'audace narrative et esthétique. Le jury est en train de trancher, verdict ce samedi à partir de 20h. Au Festival de Cannes, Frédéric Ponsard pour Euronews.